90% des raisons de perte renseignées par les équipes commerciales dans le CRM sont fausses. Dans la vente B2B, c'est multifactoriel, donc tu vas gagner ou tu vas perdre pour plusieurs raisons. Comprendre les vraies raisons qui font qu'ils gagnent ou qu'ils perdent des deals. En fait, on est juste ton meilleur ami fiable qui vient de dire ce que les gens pensent de toi. Dans notre idée, on n'est pas un SaaS Software as a Service, on est plutôt un SaaS Service as a Software. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence de conseil et de recrutement expert en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, CEO, entrepreneurs, top performers pour vous partager leurs tips écosystèmes et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Julien Cohen, CEO et cofondateur de cette superbe nouvelle, plus une nouvelle, ça fait 3 ans que vous êtes sur le marché, solution SaaS et de service, Diffly, solution d'analyse Win and Loss. Julien, ravi que tu sois présent parmi nous aujourd'hui. Ravi, bonjour Pierre-Michel, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être présent aujourd'hui. Eh ben écoute, j'ai eu peur que tu dises l'inverse, puisqu'on en a rigolé effectivement tout à l'heure. Avant de parler de Diffly, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement quel est ton poste, ton périmètre du poste, le nombre de collaborateurs, depuis combien de temps vous êtes créé? Oui, absolument. Bon, déjà, sur une note un peu plus personnelle, j'ai 32 ans, j'ai la chance d'être fiancé à une super femme qui s'appelle Clotilde. Félicitations, Voilà. écoute, félicitations à Clotilde. Merci, c'est super important quand même. Un beau closing, on va dire. Voilà. Et j'ai monté Diffly, je suis un des cofondateurs de Diffly, ça fait un peu moins de 3 ans, en effet, maintenant qu'on a monté la boîte. Et j'ai la chance d'être associé à 2 cofondateurs, David Guillermin et Anne-Sophie Vasseur. Voilà, et peut-être pour te dire Diffly... Alors oui, la prochaine question, c'est justement, c'est quoi Diffly? Mais moi, ce qui m'intéresse dans ta réponse, c'est à quel problème vraiment vous répondez? Ouais. Alors Diffly, c'est une solution qui aide les équipes sales à comprendre les vraies raisons qui se cachent derrière leurs deals gagnés et perdus. Donc c'est un vrai sujet. En fait, pour te dire, avant, j'avais travaillé dans une entreprise qui s'appelait Javelot. D'ailleurs, David et Anne-Sophie étaient aussi les cofondateurs de Javelot. Donc ça fait une dizaine d'années d'expérience en gros. Et Javelot, juste pour nos auditeurs, pour rappel, c'était une superbe boîte SIRH qui a été absorbée par qui déjà? Par Telent, qui est un Telent, groupe européen. exactement. Voilà, Javelot avec une belle croissance. On avait monté la boîte en 2017, ça a été revendu fin 2022 Yes. par un groupe européen qui avait acheté plusieurs briques RH pour les fusionner. Ok. Donc une belle success story. Et dans lequel tu étais le directeur des opérations, in fine, Voilà, exactement. Ok. Et notamment avec la gestion de la partie commerciale. Ok. Donc je gérais à peu près une quinzaine de commerciaux à l'époque. Et d'ailleurs, c'est de là que part aussi le concept de Diffly. Ouais. C'est de dire que tous les commerciaux connaissent un peu cette situation-là. Dès que tu vas gagner ou perdre une opportunité commerciale, on va te demander de remplir un super menu déroulant dans ton CRM. Donc ça peut être Salesforce ou HubSpot ou les autres du secteur bien connus. Et le problème avec ça, c'est que ces données, en fait, elles sont fausses. C'est pas moi qui le dis, c'est Gartner. Tu as un chiffre assez choc qui, moi, avec mes associés, nous a vraiment mis en mouvement sur la création de la boîte. 90% des raisons de perte renseignées par les équipes commerciales dans le CRM sont fausses. Okay. Ça s'explique en gros par 4 raisons que je vais te dire ici. La première, c'est que déjà, c'est rempli par le commercial lui-même. Donc un commercial gère un processus de vente qualitatif, consultatif, etc. Très compliqué pour lui d'avoir le recul nécessaire pour comprendre les vrais tenants aboutissants du deal, pourquoi il a été gagné, pourquoi il a été perdu, quels sont les critères de décision, puisque dans la vente B2B, c'est multifactoriel. Donc quels sont les critères de décision? Compliqué pour le commercial de savoir. De plus, si le commercial fait bien son job et demande à son prospect la raison, le prospect il est jamais transparent et jamais honnête avec le commercial sur les vraies raisons qui ont motivé sa décision. La troisième raison, c'est que, comme je viens de te le dire, dans la vente B2B, c'est multifactoriel. Donc tu vas gagner ou tu vas perdre pour plusieurs raisons, plusieurs critères de décision avec des niveaux d'influence différents. Le problème, c'est que généralement, on va te demander de remplir un champ. Donc un champ unique. Là où, en fait, je crois que la statistique, c'est entre 3 et 5 critères de décision qui ont eu un impact sur la réussite ou la perte du deal. Okay. Et enfin, la dernière raison, alors ça c'est peut-être la plus folle, c'est que dans les menus déroulants, tu as parfois des champs de type plus de nouvelles ou perdu face à la concurrence. Okay. Le problème avec ça, c'est que ça, c'est des conséquences. En fait, c'est pas du tout les causes qui ont justifié la perte du deal. On fait pas mal de rendez-vous parfois avec des ops qui vont nous montrer leur CRM et tu as parfois des ops qui nous disent j'ai 25% de raisons de perte qui sont plus de nouvelles. Ghosting.
Comment tu veux comprendre et faire une vraie analyse pour t'améliorer la fois d'après sur ça. Donc ça, c'est un vrai problème, nous, qu'on a identifié, d'aider les boîtes B2B à comprendre les vraies raisons qui font qu'ils gagnent ou qu'ils perdent des deals pour capitaliser sur les succès, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et généralement, nos clients vont être les équipes sales, hein, donc ça peut être des team leaders sales, des head of sales, des VP sales, des CRO également. Mmh. Alors, on est tous des sales hein, chez We Are Sales. La question qui pop évidemment, c'est comment vous faites pour savoir les vraies raisons de fail effectivement du deal. Ouais. Tu l'as dit un peu en intro, c'est ça que j'aime bien en plus ce que vous faites, et puis on a bossé ensemble hein, dans C'est vrai, l'aventure précédente c'est chez vrai. Javelot, c'est l'humain en fait. Nous, on a une approche assez nouvelle, c'est une forme d'innovation, c'est qu'on vient remettre l'humain au centre et au cœur de ce process de récolte de feedback. Donc l'idée c'est qu'avec Diffly, tu finisses plus aucun process de vente sans demander un feedback à la fin, et on vient récolter un feedback en fait de deux manières. La manière la plus facile, c'est la manière quantitative. Donc, on est plugué à ton CRM et automatiquement, tu envoies un questionnaire. Ton prospect, il répond en 2 minutes. C'est facile à répondre. La source la plus importante qu'on vient nous représenter avec Diffly, et qui peut parfois être assez étonnante, c'est qu'on vient faire des interviews qualitatives. Donc, on a des consultants chez nous qui sont expérimentés, qu'on appelle programme manager, qui vont en fait mener une interview d'une 30aine de minutes avec ton prospect, une fois qu'il t'a dit go ou no go, d'ailleurs. Un peu comme un client mystère de B2C, mais version effectivement B2B quoi. Exactement. Ok. La grosse valeur ici, et c'est ça, je dirais que si on devait résumer notre boîte sur une seule dernière valeur, c'est la valeur de la tierce partie neutre. Comme c'est une tierce partie neutre Diffly qui n'a rien à vendre, le prospect est ultra transparent, ultra candide, apprécie énormément d'ailleurs l'initiative. Donc ça te permet d'ailleurs, by the way, de te différencier dans ton process de vente hein, également, et te permet de récupérer des insights assez dingues sur ton expérience de vente, sur ton produit, sur ton service, sur ta réputation marketing, sur ton pricing, ton packaging, sur ton environnement concurrentiel aussi. On a beaucoup de clients qui ont un environnement concurrentiel fort, donc ils doivent mieux connaître leurs concurrents, faire ce qu'on peut appeler des battle cards. Ils peuvent le faire aussi via Diffly. Et les résultats sont souvent surprenants, parce qu'on monitore, nous, à chaque fois, quelles sont les réactions dès qu'on poste des interviews, et tu as toujours la réaction de « je pensais pas du tout que mon prospect pensait ça de nous ». Et donc voilà, le seul moyen pour toi de l'avoir, c'est via des interviews qualitatives neutres. Donc on vient mixer, si tu veux, le feedback quali, le feedback quanti, avec notre plateforme. C'est pour ça qu'on n'est pas un outil, on est vraiment une solution qui mixe évidemment la tech avec l'IA, qui va se plugger, lancer les campagnes, analyser la data, etc. C'est finalement aujourd'hui une commodité. Mais à côté surtout, qui va te faire des interviews qualitatives avec notre partie service à côté. Très clair. Mais moi déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, le client, le prospect est déjà sursollicité, il fait son choix. Souvent, il ghost le sales et le sales a du mal effectivement à entretenir une relation avec du personnel. Qu'est-ce qui le motive à répondre à votre questionnaire et ou faire cet entretien qualitatif? Est-ce que vous avez un taux important effectivement d'acceptation du rendez-vous d'analyse auprès des prospects de vos clients? C'est une très bonne question. Moi-même, j'étais sales, donc je me suis posé cette question hein, au démarrage de la boîte. Déjà, je te retourne la question, à ton avis, quel est notre taux de réponse? Alors, quand tu me dis Là, ça, comme moi, c'est ça. une barrière mentale que tu te mets parce que effectivement, tu dis que ça va, pour parler poliment, ça va casser les pieds effectivement de l'interlocuteur. Allez, je dirais un 50-50. Et encore, je trouve ça beaucoup. Ouais, mais c'est ça. On est dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'on a Ok. en moyenne 50% de taux de réponse sur les interviews. Qualitative ou quantitative? Qualitative. Ah Qualitative. oui, c'est beaucoup parce que Ouais. c'est une prise de temps, c'est quoi? C'est 20-30 minutes, C'est une j'imagine. trentaine de minutes. Ok. Alors, ça dépend des clients. Tu as des Ok. clients qui vont vouloir des interviews de 30 minutes, d'autres plutôt d'1 heure. C'est Ok. plus pour les gros clients, puisqu'on accompagne des gros clients comme Adobe ou Workday, voilà, qui ont des gros cycles de vente. Et donc là, ça nécessite parfois des interviews plus poussées. Et puis, on a aussi des clients plus petits, mid-market ou SMB, tu vois, bon, voilà, qui ont des cycles de vente peut-être parfois un peu plus réduits. Et ça va durer en moyenne une trentaine de minutes. Bon, moi, au début, je me suis posé vraiment cette question. Le truc, c'est qu'en fait, l'initiative, elle est perçue comme très positive par ton prospect. Les meilleures équipes sales, donc on ne le recommande pas forcément à tout le monde, carrément en parlent pendant le process de vente. Ok. C'est-à-dire que tu te différencies dès le départ dans ton process de vente, puisque tu dis, toi, en tant que commercial, écoutez, donc ça, généralement, nous, on recommande de le dire après la disco, tu vois, après la découverte, quand tu as bien validé que c'est une opportunité qualifiée, quoi. Hein. Écoutez, nous, on a un process de qualité. On est accompagné par une tierce partie neutre qui s'appelle Diffly, qui va probablement vous contacter à la fin du process de vente pour prendre votre pouls et surtout nous donner un feedback pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Que vous soyez à la fin client ou pas,
limite, c'est pas forcément important. Ce qui est important, même si on aimerait bien bosser avec vous, bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est de récupérer un feedback. Donc déjà, de un, tu peux pré-booker un peu ton interview, ce qui te donne d'ailleurs des infos de closing, hein. Donc, tu as le timing de closing qui est un truc important pour les sales aujourd'hui, le forecast, très important. Et de deux, le prospect, il sait que son avis va compter. Donc, en situation de concurrence, quand tu as un prestataire qui a un processus qualité de feedback et un prestataire qui n'en a pas, déjà, ça te donne un point de plus. Et le prospect va se dire, ah bah, ça donne quand même un bon présage pour la suite de la collaboration. Le dernier point, c'est que nous, on s'adresse à des boîtes qui ont des cycles de vente supérieurs à 1 mois. Inférieur à 1 mois, je vais dans ton sens, c'est plutôt transactionnel, le prospect ne prend pas ce temps-là. À partir de 1 mois, le prospect a passé du temps avec le commercial, il a peut-être fait 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Quand c'est bien amené, et le fait que ce soit amené via une tierce partie neutre, le prospect dit, bon bah, en fait, c'est normal que je puisse donner mon feedback, et donc je vais prendre ce temps-là pour le donner, compte tenu de l'effort fourni par le commercial. L'autre raison, c'est que comme on est une tierce partie neutre et qu'on n'a rien à vendre, le prospect va pas se dire « Ah bah je vais me reprendre une objection ou j'ai peur de rentrer dans ces cycles de vente. Je sais qu'ils sont neutres, je sais qu'ils vont pas me vendre, je sais qu'ils veulent juste le feedback. » quoi. Toutes ces raisons font qu'on arrive à avoir un taux de réponse ultra élevé et à récupérer ces insights de haute qualité pour nos clients, quoi. Ok. Et ça s'adresse plutôt, donc cycle de vente plutôt moyen à long, B2B. Et est-ce qu'il y a des typologies de marché qui ont vraiment besoin d'analyser ces wins et ces losses, ou ça s'adresse vraiment à toute typologie d'entreprise? Alors, au début de la boîte, nous, ce qu'on a un peu intuité, c'est que les boîtes tech allaient avoir un gros appétit pour ce qu'on fait. Ça s'est confirmé. On a été agréablement surpris de voir que d'autres secteurs sont très intéressés par ce genre d'initiative, justement parce que c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire que dans l'environnement B2C, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas acheter un téléphone portable ou autre, on va t'envoyer une enquête de satisfaction. Dans l'environnement B2B, sous prétexte que tu as peut-être un commercial, bah, en fait, on pense avoir la vérité alors qu'en fait, non. Et donc finalement, c'est assez logique. Et donc on accompagne des boîtes dans l'industrie pharmaceutique, on accompagne beaucoup de boîtes de services, des boîtes dans l'agroalimentaire. Donc voilà, on a été agréablement surpris de voir ça. Et finalement, en fait, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est qu'on vient récolter du feedback sur ce qu'on pense de toi. Là, on est dans le podcast We Are Sales, donc le cas d'usage ici prioritaire, c'est la partie sales, mais on a aussi des clients qui prennent Diffly sur leur base de clients installés. Un client, à quel point il est content, pas content, à quel point il va te churner, il va rester. En fait, on est juste ton meilleur ami fiable qui vient de dire ce que les gens pensent de toi, tu vois, pour t'assurer que tu rates rien et que tes blind spots sont capés par la proposition de valeur Diffly. C'est vrai que quand tu m'as pitché Diffly, j'étais très étonné au début de votre positionnement et ça m'a paru ensuite comme une évidence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est déjà évangélisé? Il y a déjà un univers concurrentiel, vous avez des concurrents sur le marché. Est-ce que vous avez trouvé ce sweet spot directement? Est-ce que ça existe déjà à l'international? Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors, ce qu'on appelle, ce qu'on fait, on l'appelle win-loss analysis. Ça, c'est plus sur la partie new business, quoi. Donc, analyse des wins et des lost. Parce qu'en fait, le CRM te dit le quoi, il te dit jamais le pourquoi. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important pour les équipes Ops ou les équipes Sales ou les équipes même marketing de comprendre les succès pour capitaliser sur les forces et répliquer ce qui marche. Et à l'inverse, ne pas reproduire les mêmes erreurs. En plus, dans un monde où les levées de fonds se sont raréfiées, où on ne peut plus générer des milliers de leads et les bâcler d'une certaine manière, on est obligé maintenant d'être ultra quali sur ça. Donc, ce segment de marché-là, Win-Loss Analysis, il est en émergence. Aux US, il est très présent. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aux US. En Europe, il y a quelques acteurs qui commencent à émerger. Et nous, on se positionne vraiment comme les leaders et les pionniers sur ce segment-là. Après, ça dépend de quel cas d'usage tu parles. C'est-à-dire que si tu parles d'un cas d'usage plutôt client, base de clients installés, bah, voilà, le marché du NPS, en fait, il est ultra... il y a déjà beaucoup d'acteurs dessus. Et nous, on se positionne sur ce marché également, mais avec cette teinte IA et cette teinte servicielle qui change tout, quoi, tu vois. Un NPS, aujourd'hui, ça suffit plus. Donc là, ça fait combien de temps que vous faites des analyses quali et quanti? Tu veux dire depuis combien on a monté la boîte? Bon, après, le temps de trouver vos premiers clients, en fait, la question sous-jacente à cette question, c'était de dire, est-ce que maintenant vous avez suffisamment d'antériorité pour analyser les principales raisons d'échec d'un sales dans son cycle de vente avec les X centaines ou X milliers d'entretiens quali et quanti que vous avez fait? Ouais, alors intéressant, on avait fait d'ailleurs une analyse sur ça l'année dernière. C'était pas focus sur un sales, donc ça faudrait pourquoi pas faire ça va être l'occasion d'un autre webinaire focus, tu vois, Ouais. performance commerciale. Mais on avait regardé effectivement sur les grandes tendances
notamment 2025. Et ce qui ressortait, c'était qu'effectivement, il y avait aujourd'hui une importance dans le processus de vente à parler RGPD, sécurité. Ça, c'était une tendance qu'on a vue comme tu vois, mouvante et grandissante par rapport aux années précédentes. Et tu avais effectivement peut-être un facteur qui était prépondérant, plus pour répondre à ta question sur la partie sales, qui était, et on revient un peu sur les techniques sales, parce qu'on est dans un podcast de sales, donc moi, ça me rappelle aussi les bons souvenirs, la disco. La disco, la découverte, la capacité du commercial à comprendre les besoins. Donc c'est là où aussi nous, on est dans une logique d'enablement et d'aider les équipes sales à bien comprendre comment les rendez-vous, notamment de découverte, ont été perçus par les prospects. Et on a eu effectivement, grosso modo, pas mal d'une tendance qui disait que c'était important et c'était un facteur dominant, ce côté confiance en fait, ce côté trust chez le prospect à se dire, OK, ce commercial-là, prend plus le temps que les autres à comprendre mon fonctionnement, à comprendre ma situation actuelle, à comprendre mes problématiques. Voilà, donc ça c'est revenu comme une tendance très importante, quoi. Ce qui va en ligne avec tous les outils de formation, d'enablement, de coaching, de simulation qu'on ne cesse de recommander aux équipes sales pour être performantes, hein. Et combien ça coûte, par curiosité, de lancer une campagne justement d'analyse de ces win and loss? Ça va dépendre de ton activation, l'activation que tu veux amener dans ton pipeline, ça va dépendre aussi de ton volume d'opportunités, ça va dépendre aussi de la stratégie que tu veux mener. Il y a un peu deux types de boîtes, quoi, en gros. Il y a les boîtes qui veulent récolter du feedback sur un blind spot en particulier. Ok. Donc, tu peux avoir des dirigeants sales qui nous disent, voilà, moi j'ai un concurrent qui me fait mal et je veux comprendre. Et donc du coup, on va focus, tu vois, l'analyse uniquement sur ces concurrents-là, sur ce concurrent-là. T'en as qui disent, je vais ouvrir une nouvelle ligne de produits, un nouveau marché géographique. T'en as d'autres qui vont dire, j'ai un sales ou une équipe sales qui est un peu sous-performante et je veux comprendre. Donc, cette première catégorie de boîte, Ok. blind spot, focus, là on va déterminer un volume d'interview particulier sur ça. Tu as un autre type de boîte, et là c'est plutôt les boîtes qui veulent structurer leur performance revenu autour d'un feedback, et là qui vont dire, moi je veux envoyer des feedbacks sur l'ensemble du cycle de vie de mes clients, et donc tous mes deals, je termine plus aucun deal sans demander un feedback à la fin. Alors je peux après dire tous mes deals qui sont allés loin, je vais envoyer une enquête qualitative, à l'inverse tout le reste je vais envoyer une enquête quantitative, donc le prix va dépendre de ça. Après pour donner les ordres de grandeur, tu peux démarrer avec un petit budget aux alentours de 8-9 000 euros pour faire une forme de POC et peut-être plus dans la logique du focus, tu vois. Et après si tu veux vraiment structurer, tu peux aller sur des budgets beaucoup plus hauts, à 6 chiffres, pour notamment des grosses boîtes qu'on peut accompagner, quoi. Très clair. Tu aurais un DIRCO en face de toi qui te dit effectivement que il a besoin de, comme tous les DIRCO, de plus de ventes, plus de closing, plus de perf. Euh, c'est quoi d'une les sujets sur lesquels tu lui conseillerais d'interviewer ces prospects pour lesquels le deal ne s'est pas fait? Et c'est quoi les warnings qui doit tout de suite retenir son attention et sur lesquels il doit mettre en place des changements? Plusieurs choses. Déjà, ventre mou. Diffly, ça aide beaucoup sur le ventre mou des deals. Tu as pas mal de deals pour pas mal de boîtes où en fait, il y en a qui avancent bien et puis à la fin, tu as un go-no-go assez sain et tu peux pas closer et gagner tous tes deals. Mais tu as quand même un ventre mou, quoi, où en fait, tu comprends pas forcément pourquoi d'un coup, tu plus trop de nouvelles, pourquoi le rendez-vous que tu avais prévu, finalement, s'est décalé et ça enclenche pas, pourquoi on t'arrive pas à passer à l'étape de voir tous les stakeholders. Donc, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc, on peut recommander à un DIRCO de faire une analyse sur son ventre mou pour justement aller gagner ses points de closing. T'as un autre, tu vois, Gartner, qui te dit aussi, ça c'est assez prouvé, que toutes les boîtes qui mettent en place un programme rigoureux et contenu de win-loss analysis peuvent augmenter leur taux de conversion jusqu'à même plus 50%. Donc, ça paraît assez fou de dire plus 50%, mais c'est jusqu'à. Donc, ventre mou, ça, je te le recommande. Après, tous les deals que tu pensais gagner, que tu as perdu. Ça, c'est une bonne porte d'entrée, tu vois, notamment dans le forecast. Aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes sales qui sont structurées autour d'un forecast avec best case, etc. Bah, tu prends toutes les best cases, toutes celles que tu n'as pas gagnées, et tu fais un focus plus particulier. Un truc qui marche bien aussi qu'on recommande, c'est l'environnement concurrentiel.
tu prends ton concurrent le plus frontal, et lui, en fait, tu dois l'analyser sur le bout des doigts, quoi. Et tu dois vraiment comprendre c'est quoi son argumentaire, c'est quoi son pricing, c'est quoi les trap questions. Donc, nous, on propose ça dans Diffly, c'est quoi les questions un peu pièges qu'il faut que tu poses au prospect pour l'aider à se mentaliser par rapport à ton concurrent. Ça, je te le recommande vraiment. Nous, chez Javelot, puisque du coup, on a fait une forme de Winner's Analysis chez Javelot, on a un peu fait en chambre ça avant de monter la boîte. Et ben en fait, on avait un concurrent qui avait un meilleur taux de conversion que nous, notre concurrent frontal, qui était en plus plus petit que nous, quoi, sur l'année des créations, nombre de clients, tout ça. Ils avaient un meilleur taux de conversion que nous, compétitif. On a lancé le programme de Winner's Analysis, on a inversé la tendance. Et qu'est-ce qu'il a révélé justement cette année? Il a révélé qu'on avait une mauvaise connaissance du produit. Ok. De notre concurrent. Il a révélé qu'on avait une mauvaise connaissance des objections et des arguments qui étaient amenés par les commerciaux d'en face. Il a révélé qu'on avait une mauvaise perception du pricing, carrément. Donc en fait, on pouvait parfois réduire ou acheter notre prix, mais en fait, c'était des coups d'épée dans l'eau, quoi. Donc ça nous a donné de l'intelligence, tu vois, qui nous a permis d'ajuster et ensuite derrière de créer des battle cards hyper concurrentiels. Alors tout ça, ça s'accompagne aussi d'une logique de formation. C'est-à-dire que nous, après, derrière, on a lancé des formations concurrence avec des vrais battle cards face à ce concurrent-là. Nos commerciaux étaient ultra formés, on a fait des simulations. Donc, derrière, tu vois, tu as tout un travail pour augmenter après ton taux de conversion, quoi. Mais sur la partie concurrence, ça a un impact assez fort quand même. Ouais. Ok. Excuse-moi, je t'ai posé plein de questions qui n'étaient pas prévues, mais c'est vrai que vous avez accès à une data qui est extrêmement qualifiée sur des raisons d'échec et des raisons de victoire, effectivement, de deal. C'est vrai qu'instinctivement, on a très envie que vous compiliez toute cette donnée pour ressortir les principales raisons et qu'on puisse après, derrière, les réutiliser en interne. Je ne sais pas si c'est prévu au programme, mais en tout cas, si vous faites un petit livre blanc sur le sujet, ça peut... Pourquoi pas? Je t'avoue, on l'a pas focus encore pour le moment ça. Je te dis, on avait fait le webinaire là sur les multisecteurs, on lançait des tendances multisecteurs. Donc après là, pas de souci. tu l'as vu, j'avais pas les conclusions, mais après, pourquoi pas le faire à un moment donné à grande échelle ou même sur du multi-heure. On a quelques prospects qui nous ont demandé si tu vois, comme quoi on en parle et ça peut être des bonnes idées, parce que on a quelques prospects qui nous ont dit, moi j'aimerais pouvoir me positionner par rapport à mon marché. Donc si vous, Diffly, vous faites plein d'interviews sur multisecteur, ou en tout cas sur ce secteur en particulier, et moi, mes forces, mes faiblesses et mes critères de décision positifs ou négatifs, comment je me positionne par rapport aux autres. Bon, ça, il faut que tu fasses beaucoup d'interviews, et après, c'est potentiellement, tu vois, une option dans le business model. Mais bon, je dirais qu'on est encore un peu jeune pour ça. Ok. Entre le moment où vous avez lancé Diffly aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement dans votre stratégie commerciale ou c'était extrêmement clair où vous alliez? Changement, peut-être pas un changement, mais c'est plus une itération. Nous, déjà, on est les premiers sales de notre boîte. On a la chance d'avoir 2 et même 3 maintenant super profils commerciaux avec nous, plutôt expérimentés. Donc en fait, voilà, on applique nous les standards qu'on connaît, tu vois, de notre expertise sales qu'on avait d'ailleurs développé, qui avait aussi fait notre succès chez Javelot. Ce qu'on a peut-être un peu itéré, c'est quand même le business model, parce que tu as ce côté service SaaS qui est un peu nouveau, tu vois, pour les gens. Généralement, quand tu dis que tu vas aider les équipes sales, on peut te mettre dans la catégorie d'un outil ou un énième outil sales. Le problème, c'est que nous, on n'est pas du tout un outil. D'ailleurs, ça se répercute sur notre business model. Hein. On ne vend pas du 20 € par mois par user. Nous, nos utilisateurs, c'est illimité. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans le modèle du par user. Donc déjà, ça, c'est un aspect un petit peu nouveau. Et le côté service fait que toi aussi, tu peux en juger, c'est aussi ta boîte, tu vois, on n'a pas l'élasticité des prix qu'on pouvait avoir dans un modèle SaaS, quoi. Donc, il y a pas mal d'itérations sur le business model, déjà de 1, et il y a, tu vois, un truc nouveau qu'on a lancé pour quelques prospects aussi qu'on ne faisait pas avant, c'est que maintenant, on fait parfois des tests gratuits. Tellement la valeur de l'interview, elle est straightforward, entre guillemets, on a parfois eu des prospects qui nous ont dit on n'a pas le budget, on a le budget, c'est parti. Juste parce qu'on avait fait 2 interviews et qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait une déperdition d'infos folle sur ce qu'on pensait d'eux, quoi. Okay. Donc toi, tu vois, c'est plus des itérations
notre mode de vendre. Après, on est encore un peu jeune, donc on n'a pas encore structuré la partie partnership, auquel je crois beaucoup. On a déjà pas mal de partenaires, mais c'est pas encore assez développé. Je pense qu'on pourra avoir tendance à le développer derrière. Aujourd'hui, c'est vraiment sales, Ok. principalement plutôt sales outbound d'ailleurs. Ok. On a pas mal de demandes entrantes, on fait pas mal d'événements, on fait une keynote là le 2 juillet au village Baïséa. D'ailleurs, l'année dernière, ça avait rassemblé plus de 150 personnes. Donc, tu vois, on fait pas mal d'événements marketing comme ça, les webinars dont celui que je t'ai parlé. Malgré tout, ça reste quand même une vente plutôt outbound. Et notre enjeu à nous, puisque toutes les boîtes ont des enjeux, ça reste quand même de se faire connaître. Comme on n'a pas levé non plus 20-30 millions d'euros, quoi, notre visibilité, elle est importante quand même. Donc c'est un peu un de nos enjeux pour nous. Alors, tu me disais que là, pour l'instant, vous êtes plutôt en stratégie outbound. Aujourd'hui, toutes les équipes commerciales et market se reposent des questions sur comment réattaquer leurs clients sur des sujets notamment newbies, avec des chiffres sur l'inbound qui diminuent de plus en plus en termes de taux de succès. Comment tu projettes, toi, la partie prospection newbies sur ces prochaines années? Est-ce que la vente assistée par IA, pour toi, ça va faire un épée petite ou vous l'avez déjà intégré effectivement en interne avec des outils qui sont bangers? Comment tu envisages effectivement les choses, puisqu'on voit que tu as un nombre d'outils qui sortent pour aider à la prospection? Vous arrivez sur l'étape d'après en mode aussi serviciel en disant bah, le coût d'acquisition est difficile, le coût d'acquisition est élevé et l'acquisition client est difficile, donc on peut plus se permettre effectivement de rater une vente et lorsqu'on la rate, il faut que ça soit une source de montée en expertise. Mais sur cette première brique, effectivement de la partie commerciale, développement, tu l'imagines comment? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place, toi, chez Leafly? Bon, c'est vrai que ce qu'on voit, nous, c'est que le marché a beaucoup évolué. Nous, on faisait partie des premiers, avec notamment Javelot, à envoyer des séquences mail, mais un nombre de séquences mail qu'on pourrait plus se permettre d'envoyer Et aujourd'hui. c'était une époque où ça marchait, ça Et restait ça encore marchait. nouveau. Non, mais Ah, franchement, absolument. nous, l'outbound Ah ouais. mailing, tu vois, à l'époque, nous ramenait beaucoup de rendez-vous par semaine, mais c'était vraiment bien, quoi. Mmh. Là, moi, ce que je vois pour avoir parlé avec pas mal de gens qui gèrent ces sujets-là, c'est que ça marche beaucoup moins bien. Je sais pas si tu le vois aussi, toi, auprès de tes clients. Bah, c'est un gros sujet, ça marche, quasiment plus. Voilà. Donc on arrive ils arrivent encore à avoir des stats positifs en augmentant effectivement le volume, en faisant du cross-canal avec du SMS, du WhatsApp, des agents IA, du LinkedIn, Ouais, mais les canaux sont bouchés. C'est-à-dire si ta voilà. boîte mail, tu reçois quoi maintenant? 200 mails de C'est prospects ça. par jour. C'est Donc ça. tu Donc ça voilà, voilà. donc moi, ce que je vois, c'est que ça marche de moins en moins. En fait, j'ai l'impression que ce qui doit marcher maintenant, c'est potentiellement continuer l'outbound avec des séquences, mais très focus, très ciblées, peut-être des séquences où tu as juste 50 personnes, tu vois, Mmh. avec un intent très, très, très fort. En fait, l'année dernière, on commençait à parler d'intent, on en parlait déjà depuis pas mal de temps. En fait, maintenant, c'est même plus de l'intent dont il faut qu'on parle, c'est de l'intent surqualifié, surpersonnalisé, tu vois. Je pense que ça peut encore marcher OK. avec des listes vraiment très très réduites. Après, sinon, voilà, l'outbound comme qu'on connaissait, pour moi, marche plus trop, quoi. Mmh. Ce que tu sembles aussi dire. Euh, donc, nous, ce qu'on recommande sur la partie plus outbound, c'est généralement d'aller chercher tout ce qui est reco. Peut-être que tu vois, toutes les actions liées un peu au market, d'événements, peut regagner aussi pas mal de terrain. Moi, j'ai beaucoup vu des gens qui arrêtaient un peu tout ce qui était event, parce que déjà, ça coûte souvent très cher pour un ROI dont on peut parfois un peu douter en moyenne. C'est-à-dire que tu as des boîtes qui excellent dans les événements et en fait, là, il y a une expertise, une technique, voilà, c'est génial. Mais la majorité des boîtes en event galéraient un peu, donc ça s'est un petit peu réduit. Peut-être que là, ça va regagner aussi un peu son élan. Tout ce qui est referral par les clients, c'est ultra important également. Bouche à oreille également. Et après, tu as aussi une nouvelle tendance que nous, on suit un peu de près, et je pense que pas mal de gens suivent de près, et je pense que tu as pas mal de boîtes qui vont se monter sur ça. C'est tout ce qui est GEO, donc c'est le SEO, mais avec l'IA, quoi. Mmh. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les recherches vont se faire via les Claude, les ChatGPT, etc. Donc à quel point tu es bien référencé, à quel point tu arrives à ressortir. Nous, on a des deals qu'on a gagnés, et on venait de ChatGPT, quoi. Tu vois, et on n'avait d'ailleurs rien fait pour. Mais après, c'est quand même une technique, je pense, à aller chercher derrière. Et peut-être le canal, alors je sais pas dans ton podcast si c'est un peu la croyance ou pas, mais il y a un canal pour moi qui marche le mieux, c'est le call calling. Où ça,
quand tu as la technique, pour moi, ça fait des étincelles parce que tu es censé appeler la bonne personne ultra qualifiée sur laquelle tu connais ses enjeux, ta proposition de valeur, elle est claire, tu lui pitches le truc. Si tu as une bonne technique qui peut s'apprendre franchement en vrai plutôt facilement, moi je trouve finalement, c'est juste que c'est plus un blocage un peu psychologique ou autre. Derrière, en fait, ça marche très bien. Je te donne un exemple un peu de notre boîte à nous. On recrute des stagiaires bras droits. Euh, Ils te prennent entre 5 et 6 rendez-vous par semaine chacun, en call calling. Parce qu'après, voilà, on a la technique derrière, on les Alors, c'est forme. quoi la technique chez toi du call call? C'est quoi le cadencement d'un bon call call? Mon call call, ouais. Ouais. Bon, déjà, t'as le smile, et après, tu dois respecter, enfin voilà, chacun un peu à son truc, mais pour nous, tu démarres, t'as le pitch, tu demandes s'ils connaissent le nom de ta boîte, parce que parfois, ils peuvent te dire oui, là, c'est la bonne surprise. Tu justifies ton appel, je pense que c'est le truc le plus important, justification de l'appel. Donc moi, ce que je recommande à tes auditeurs, c'est souvent de justifier quand t'as pas de vrai intent sur le fait que tu viens de tomber sur son profil LinkedIn. Je sais pas si vous faites ça ou pas. Bon, nous, on le faisait beaucoup chez Jablot et ça a marché. En disant du coup, voilà, je permets de vous appeler parce que je pense que, j'imagine que les sujets liés et là tu pitches, tu parles de ta boîte, sont des sujets importants pour vous. Je me demandais comment vous faites, vous, pour gérer ces sujets-là. La personne va te répondre. Là, tu réembrayes avec des questions ouvertes. Voilà. Donc, tu as l'intro, tu as la justification de l'appel, tu as la question ouverte. Et après, tu itères. Et c'est un schéma un peu itératif, tu vois. Parce qu'il faut bien taffer. Notamment, on parle de technique. Nous, nos stagiaires, et d'ailleurs tous ceux à qui on forme au call calling, on leur dit la clé d'un call calling, c'est le traitement des objections. Donc, faut pas être surpris quand on te dit j'ai pas le temps, je regarde, envoie-moi un mail, envoie-moi une plaquette ou autre. En fait, il faut justement être prêt pour garder un peu ton jus de cerveau pour la question d'après, parce que ton objectif, c'est de garder l'intérêt. Et après, un truc que je vois qui marche, c'est tout con, mais c'est de proposer 2 propositions de date très claires, plutôt que de dire est-ce que c'est dispo la semaine pro, qui demande un effort en fait à ton prospect. Voilà, en gros, c'est ça pour le mini cours rapide. Et en termes de KPI, comment aujourd'hui, toi, tu pilotes effectivement les KPI sales de ta boîte? Et pour toi, c'est quoi les KPI que chacun devrait effectivement, en tant que Head of Sales, VP Sales, CEO, avoir toujours sous la main? Pragmatique déjà, nombre de rendez-vous pris par semaine, nombre de rendez-vous faits par semaine. On peut monitorer, nous aussi, le nombre de propals envoyés. Si tu es dans une logique d'enablement, ça c'est plus pour les team leaders, tu peux aussi monitorer d'une certaine manière le nombre de calls que tu as passés pour prendre des rendez-vous. Tu peux aussi monitorer le nombre de rendez-vous pris sur pitch fait. Parce que du coup, tu peux passer plein de calls et puis à la fin, sur une journée, tu as peut-être fait 5 pitchs. Si sur tes 5 pitchs, tu as pris un rendez-vous, tu as peut-être un sujet de formation sur le traitement des objections. Si tu as fait 2 pitchs et que tu as pris 2 rendez-vous, tu as peut-être un sujet sur le nombre de calls passés. Tu vois. Donc, dans une logique peut-être de formation, très focus prospection, nous, on va monitorer plutôt ces KPI-là. Sur une logique un peu plus sales, on va monitorer les classiques, win rate. On va pas monitorer, nous, délai de closing aujourd'hui, parce qu'on est assez jeune encore. Donc, c'est pas forcément l'objectif. On est assez pragmatique, donc on va pas rentrer dans des MQL, SQL. À notre taille de boîte, en fait, on monitore de manière assez pragmatique le nombre de rendez-vous qu'on a pris, le nombre de rendez-vous qu'on a fait, le nombre de propals envoyés et le nombre de deals closés, quoi. Voilà. Le cycle de vente, les différents KPI, les différentes Voilà. étapes de cycle de vente. Okay. Ouais. Et petite question assez rapide, parce que c'est souvent maintenant un sujet de discussion sur des boîtes en forte croissance. Le produit cartonne, il faut augmenter les objectifs des sales ou tu gardes les mêmes? Pour notre taille de boîte, oui, je dirais. Parce que en fait, quand tu démarres une entreprise, en fait, tu sais pas forcément trop jusqu'où aller, donc il faut te jauger. Donc tu peux démarrer avec une target et après l'année d'après l'augmenter. Après, il faut que les objectifs restent quand même assez atteignables, tu vois. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Javelot. Au fur et à mesure, on a augmenté au fur et à mesure qu'on atteignait un peu nos objectifs. Donc la réponse est oui, pour une taille de boîte relativement early. Après, sur une boîte plutôt mature, où en fait, tu as suffisamment d'apprentissage sur les années d'avant, pas forcément nécessaire d'augmenter, surtout si ton CAC est sain et si l'atteignabilité des objectifs sont sains, tu vois. Après, moi, je suis pas forcément de l'école à penser qu'il faut que 100% des sales atteignent 100% des objectifs. Ça doit rester ambitieux quand même,
Si tout le monde atteint les objectifs, c'est peut-être que là, il faut les monter un peu aussi. Mais en même temps, je suis assez contre les objectifs ultra ambitieux qui sont jamais atteints, puisque là, ça peut aussi créer un peu un effet déceptif. Et on le sait, en tant que sales, dans ce podcast, la confiance, c'est important. Absolument, surtout quand on voit aujourd'hui qu'on ne vend plus seulement l'offre de produits et services, mais on se vend soi et la capacité d'accompagner son client sur le long terme et d'être un business partner. Mais tu le disais très bien tout à l'heure avec la capacité des sales à devoir susciter la confiance et qui est un facteur de win ou justement de loss. Exactement. Votre ambition, vous, commercial, c'est rester, devenir un leader franco-français. Vous avez des visées IMIA, US. C'est quoi un peu votre stratégie sur ces 2-3 ans de développement? Ouais, leader français, européen. Donc là, on se focus plutôt sur le marché français, même si on a des clients aussi aux US ou des clients en Europe. Mais voilà, notre focus, en tout cas cette année, c'est plutôt français et à vocation l'année prochaine, l'année d'après, plutôt européen, quoi. Ce qui est bien dans notre cas, c'est qu'on est cas d'usage et en fait, toutes les boîtes B2B, parce que c'est exclusivement B2B, ont besoin d'avoir du feedback et de comprendre ce que pensent leurs prospects et leurs clients. Donc voilà, on peut s'adresser effectivement à des équipes sales, à des équipes CSM, à des équipes marketing. Donc c'est aussi un peu un challenge pour nous de savoir se focus, tu vois. Mais voilà, en gros, je te dirais notre ambition, c'est ça. Et surtout, on est encore dans une taille de boîte où il nous faut une croissance saine. Donc jusqu'au début, depuis le début de la boîte, on n'a pas encore eu de clients partis. Donc là, c'est quand même, tu vois, super chouette. Mais maintenant, il faut que ça continue dans cette logique-là, quoi. Donc, on est encore dans une stade de boîte où nous, on apprend sur nous, ce qui demande d'ailleurs une compétence sales un peu différente d'une compétence sales quand tu as juste à répliquer, tu vois, des process. On doit encore être caméléon avec une intelligence situationnelle. On n'a pas encore un play. Ça, c'est plus pour tous ceux qui sont dans un stade de boîte assez early où en fait, c'est pas forcément facile parce que tu dois apprendre sur ce que tu fais, en même temps tester des choses, itérer des choses. Voilà ce que je te dirais. Et justement, dans aujourd'hui votre momentum de développement, est-ce que c'est difficile pour vous de recruter des sales qui ont cette agilité d'esprit à la fois de vendre un produit qui a déjà commencé à faire ses preuves, mais en même temps qui est aussi derrière en construction sur un marché qui est à évangéliser? Oui, en effet, je pense qu'on a eu la chance, nous, dans notre équipe sales, d'avoir 2 personnes qu'on connaissait déjà, d'ailleurs, de nos précédentes expériences. Donc, c'est aussi quelque chose qui est assez facile, qui ont l'expertise, la maturité de pouvoir faire ces ventes où il faut, bah, voilà, parfois être ultra créatif plutôt qu'exécuter un play, quoi. Donc, c'est sûr que si on avait dû recruter de zéro, je pense que ça aurait été compliqué de trouver la bonne personne tout de suite, quoi. Après, c'est possible aussi, mais c'est sûr que c'est un plus gros challenge. Nous, on est assez chanceux sur ça, parce qu'on connaissait déjà les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui sur la partie sales et qui sont très bons et qui ont cette intelligence situationnelle, etc. En revanche, tu vois, là, on a 2 bras droits qui reviennent en septembre, là, en alternance. Ouais. Donc, tu vois, déjà, c'est cool parce que la culture RH, c'est très important aussi et on monte la boîte aussi pour ça, tu vois. Donc il revient en alternance, mais c'est des profils juniors. Donc là, tu vois, on a un enjeu chez nous, c'est l'enjeu de tous les team leaders, head of sales, VP sales, de faire ce transfert de compétences, de s'assurer qu'il y a une exécution derrière qui suive, peut-être d'avoir une sales bible qui est beaucoup plus poussée. Tu vois, à la fin de Javelot, nous, on avait une sales bible, c'était une machine de guerre, quoi. Bah, c'est aussi l'objectif chez nous. Après, ça n'arrive pas comme ça. Donc, c'est va être aussi un peu challengeant pour eux, qui ont été très successful en tant que bras droit, qui arrivent en alternance sales, et un challenge pour nous de s'assurer qu'on a un bon transfert de compétences. Mais je pense qu'on doit aussi passer par là, parce que si la croissance de la boîte ne dépend que de nous, plus nos 2 profils sales expérimentés, on n'est pas forcément scalable. Tu vois. Ok. Et toi-même, est-ce que tu te fais accompagner, coacher pour continuer de monter en compétences? C'est un sujet que je me pose parce que je vois qu'il y a de plus en plus de coachs et d'entrepreneurs, de CEO Ouais. qui se font coacher. Donc voilà, c'est pour ça que j'en Ouais. profite. Alors moi, je me fais coacher en tant qu'entrepreneur. Ok. Donc voilà, j'ai un super coach que je salue, que je vois peut-être une fois tous les 3 mois, quoi, qui m'aide plus dans la posture, aussi dans le fait de choisir ses priorités. Moi, tu vois, un problème que j'ai, c'est que je veux un peu tout faire
tout le temps et en fait, c'est pas possible, quoi. Quand tu es dans une boîte avec des contraintes, tu dois choisir tes focus, choisir tes priorités. On en parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Moi, j'avais envie de faire exactement ce que tu fais, le podcast pour ta boîte, pareil pour nous. En fait, non, tu vois, on doit choisir nos combats et parce qu'on veut le faire bien aussi. Donc moi, je me fais accompagner pas mal sur ça avec un coach Ok. plutôt orienté entrepreneur. Ok. Pas sales. Après, on a quand même vocation, nous, dans notre équipe et entreprise, à toujours accompagner nos collaborateurs avec des mentors ou des coachs. Je pense à Ayoub qui gère tout le produit chez nous, qui a un mentor CPO, quoi. Ok. Donc c'est sûr que la formation, c'est un sujet qui est ultra important, encore plus avec l'IA, etc., où en fait, il faut que tu continues à te former. Même si nous, tu vois, un exemple, on est assez facile, on arrive à maîtriser les outils IA, on se fait quand même accompagner par un expert IA pour s'assurer que, tu vois, on rate pas le train et on sait comment faire le truc, quoi. Et justement, il y a des outils game changer là, que vous avez adoptés récemment par rapport à Javelot dans les EquiSales qui font la diff, ou au final, bon, ça a juste un peu amélioré les choses, mais sans plus. J'ai pas de là comme ça, sur la partie sales, j'ai pas d'outil game changer à te donner. À part, mais tu vois, je te fais mon autopromotion, mais Difflip, parce qu'on fait Difflip, on fait Difflip pour Difflip, tu vois. Bah, Donc, c'est vrai qu'avant qu'on on soit rentré en contact, j'avais jamais imaginé ou j'avais jamais rencontré effectivement cette proposition de valeur de win and loss analysis. Ouais. ouais, non, mais on boit notre propre champagne et nous-mêmes, on est Écoute, c'est déjà pas mal, hein. nous-mêmes, on est surpris, tu vois, et on change des choses Ok. grâce à, tu vois, au feedback Ok. qu'on peut récupérer, etc. Après, ce qu'on voit aussi qui est cool, c'est que un deal dans la vente B2B n'est jamais perdu ad vitam aeternam. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un win-back. Un deal que tu perds, tu vas le sonder via une interview, tu récupères des insights sur comment le gagner la fois d'après, quoi. Ok. Donc tu as aussi ça qui est intéressant, qui rentre dans le ROI, quoi. Bah, je vois que le temps avance, hein. Moi, j'adore papoter. De toute façon, je pourrais papoter des heures avec toi, mais C'est un il plaisir. va falloir à un moment donné que je te libère. Euh, Quelques petites questions assez rapides. C'est quoi l'anecdote marquante sur un closing ou un deal que tu as déjà pu avoir? Quand je te dis ça, il y a quoi qui te pop? Ouais, il y a un deal que sur ma première année de sales qui était assez marquant, où en fait, ça faisait peut-être 5 mois que, tu vois, je parlais avec une personne qui me disait, ouais, on se tient au courant, on revient vers toi, ou alors on boucle le rendez-vous, etc. Et en fait, par chance, je prospecte une personne. Cette personne me dit, j'ai changé de boîte, je suis dans cette boîte-là. Cette boîte, c'est mon prospect dont je te parle. Et elle me dit quoi? Elle me dit, on est en train de contractualiser avec votre concurrent. C'est vrai. Donc tu te rends compte déjà la chance. Donc je l'appelle en Ouais. prospection. Elle me dit ah bah non, j'ai changé de boîte. Donc ah bah alors du coup vous avez... Et elle me dit ouais, on est en train de contractualiser avec votre concurrent. Alors que derrière j'avais ma soi-disant Ouais. championne, tu vois. Et donc là on a envoyé un mail à toutes les personnes. Cette personne que j'ai appelée en prospection, je lui ai dit est-ce que je peux compter sur toi pour transférer, expliquer, etc. On était en fin d'année. Donc là on est vraiment en fin d'année. C'est ultra important. Et et à la fin, en fait, on envoie le mail et la personne nous répond oui, effectivement, on vous avait pas tenu au courant. On vous propose de venir nous voir. Comme ils étaient à la fin, ils étaient en train de contractualiser, venez nous voir sur un déj. Donc en fait, ils ont booké une salle 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, on a fait le déj. Et là, on leur a expliqué, on a dit quand même, ça fait 6 mois qu'on est en relation, vous nous avez pas tenu au courant, comment c'est possible? Et donc, ils se sont excusés, il y avait eu un problème de communication. Ma prospect initiale, Ouais. pour ça, toujours, déjà, il faut faire confiance à ses prospects, mais toujours avoir un petit côté un peu parano de est-ce que voilà, les choses sont faites ou pas? Et ma prospect, du coup, initiale, avait pas trop communiqué notre présence, donc la boss de ce prospect-là avait continué. Et à la fin, notre concurrent avait dit que c'était possible de faire quelque chose. Nous, on avait été assez frontal en disant non, en fait, ce sera pas possible dans les délais impartis. Et on a gagné le deal. Et donc on a relancé le deal sur ça. Et c'était le plus gros deal de la boîte sur cette fin d'année-là. Et en fait, du coup, 2 leçons ici. Toujours un peu double-checker les choses parce que... Non, même 3 leçons. Toujours double-checker les choses parce que ton prospect fait pas forcément ce qu'il te dit. De 2, faut savoir provoquer sa chance en appelant des calls. Tu vois, pour le coup, ce call-là, c'était vraiment a quand même fait le destin du truc. Et 3, savoir dire non à son prospect, puisque le prospect nous a dit bah ouais, mais notre concurrent nous a dit que c'était possible de le faire dans ce délai-là, et nous on a affirmé. Et d'ailleurs, c'était un deal que j'ai fait avec David Guillermin, qui est donc mon associé là chez Diffly maintenant, et on leur a dit bah non, c'est pas possible. Nous, on vous propose ça dans ce timing-là. Par contre, ce qu'on vous a proposé, c'est pas possible, quoi. Et on leur a justifié, motivé, etc., quoi.
et derrière le deal s'est gagné. Donc ça, c'était quand même très marquant, ça reste comme une Et en anecdote plus, forte. quand ça arrive à la fin d'année, t'es encore plus heureux, puisque ça permet de fêter la victoire, le Q4, ça rend C'était les ça, chiffres annuels, etc. c'était ça, c'était beau. Donc, comme quoi, hein, la cartographie, les relations décisionnelles entre chacun des interlocuteurs, de ne pas prendre pour acquis effectivement ce qu'ils te disent, et le présentiel, aller rencontrer C'est effectivement clair. ces prospects. Nous, on avait fait une étude bon, qui date un peu, c'était il y a 18 mois de ça. On avait réuni une trentaine de directeurs commerciaux sur lesquels on avait partagé les datas CRM, et on s'était aperçu que tu avais 3 fois plus de taux de closing lorsque tu rencontrais ton interlocuteur tôt dans le cycle de vente, Mmh. par rapport à quand la prise de brief a été faite en visio. Et Ouais. donc c'est pour ça que moi je conseille toujours à mes sales de privilégier, je préfère qu'ils fassent 2 rendez-vous en présentiel par jour plutôt que 5 ou 6 ou 10 rendez-vous en visio, Mmh. puisqu'on le voit tous maintenant, C'est t'enchaînes les clair, rendez-vous en visio, tu t'y prends au dernier moment, tu prépares c'est pas, clair. ils s'enchaînent, tu les oublies, tu as tes prises de notes qui se connectent à ton CRM, tu penses que tu as toutes les infos, mais effectivement le présentiel. Et aujourd'hui, pour moi, la meilleure source d'inbound marketing, si je peux caricaturer les propos comme ça. Ouais, ah bah, c'est clair et d'ailleurs, je trouve que c'est génial ce qui se passe avec l'IA, mais tu peux avoir un défaut avec, l'IA, c'est que, bah, du coup, tout est un petit peu automatisé, digitalisé, tout est dans du texte, des algos, tu poses ta question, tu as la réponse et cetera et du coup, je trouve que IA sans le côté humain, après aura de moins en moins de sens et c'est pour ça qu'on voit, enfin moi je pense que tu auras un peu une forme de corrélation entre la montée de l'IA et la nécessité d'avoir un trust, quoi. En fait, la notion de trust, de confiance humain, en fait, elle va prendre de plus en plus de valeur avec la montée de l'IA. Donc, c'est aussi pour ça on est content d'avoir monté la boîte il y a 3 ans, parce qu'on n'avait pas forcément anticipé ce truc-là il y a Ouais, 3 ans. ouais. C'est ultra important. Mais effectivement, pour revenir sur ce que tu dis, 2 choses. Déjà, la première, c'est que quand tu parlais effectivement de l'événementiel, et cetera, quand on regarde les chiffres sur ces marchés, ça n'a jamais été aussi facile de faire des rendez-vous en visio, et pourtant, parallèlement que ça, il n'y a jamais eu autant de voyages d'affaires et de flux dans les salons professionnels qu'aujourd'hui. Ok. Et d'ailleurs, moi, quand je fais, des interventions, dans des fonds d'invest auprès de CEO, et je leur dis: «Qui a déjà acheté une offre de produits et services à plus de 1 000 balles en recevant un email ou un SMS?» Personne ne lève la main. Je leur dis: «Bah, Mmh. arrêtez de penser que vous allez pouvoir faire ça aussi derrière avec vos clients». Mmh. Et après, je leur dis: «Regardez votre top 10 clients». Donc on regarde, les top 10 clients de votre boîte, et d'où proviennent ces top 10 clients. Et ils vont remarquer qu'à chaque fois, c'était soit eux, soit leur dirco, soit leur sales qui avaient rencontré en personne, en physique, bah, le prospect, et qui était devenu effectivement les meilleurs clients. Ok. Donc malgré que les visios se développent, on voit que les meilleurs deals sont faits en présentiel, les meilleurs deals sont faits sur des networking, sur des événements professionnels, sur des salons pro, et c'est pour ça que ça revient en force, et que les Comme Explosion, et cetera, ont des très beaux jours, devant eux. Et la deuxième chose aussi, je le note, et je trouve effectivement votre positionnement extrêmement intéressant pour ça. Surtout aujourd'hui, on parle effectivement de SaaSpocalypse. Je ne sais pas si tu as vu un peu Ouais, passer c'est tout un peu. ça, avec la difficulté boîte, du business model à la licence, vs le pair to use. C'est effectivement les boîtes tech aujourd'hui, pour réatteindre à la fois de la rentabilité et surtout donner de la valeur à l'outil, cette partie prestation de service qui est indispensable. Parce que Ouais. c'est cool d'avoir des outils, sauf qu'aujourd'hui, les fonctions transverses ont été un peu cutées. On est tous opérationnels. On a des outils aujourd'hui dans tous les sens. On nous remet effectivement le rapport d'analyse de l'outil, mais s'il n'y a personne pour nous C'est guider, nous ça. expliquer clairement et nous aider à mettre en place, ça, Ouais. ça a plus de valeur. C'est la raison pour laquelle aussi on a monté cette boîte hybride il y a un peu moins de 3 ans maintenant. C'est que nous, dans notre idée, on n'est pas un SaaS, Software as a Service, on est plutôt un SaaS, Service as a Software. Exactement. Et je pense que c'est la tendance, tu vois, à prendre pour tous les entrepreneurs qui veulent demain monter leur boîte, de considérer que il faut que tu aies une teinte servicielle pour apporter ta vraie valeur par-dessus le marché pour avoir des paniers moyens aussi un peu plus élevés et apporter un vrai ROI et un vrai impact à tes clients, quoi. Voilà, après, bon, ça Copalist, c'est un peu le truc marketing. Tu vois, je pense que tu as quand même pas mal de boîtes SaaS Bien sûr. qui, quand même, sont saines, apportent une vraie valeur, notamment sur les enjeux liés à la sécurité, RGPD, accompagnement Absolument. également. Mais voilà, on revient à l'accompagnement humain, quand même, service, Exactement. qui, pour moi, prendra un essor super important. Tu as un article, on pourra le mettre dans les commentaires, de Sequoia Ok. Capital, qui est justement où il parle de cette tendance de
service as a software, qui d'ailleurs, pour info, était déjà un peu présente il y a 3-4 années aux US, hein. Ce qui aux US arrive souvent en Europe et en France 5 à 10 années plus tard. Donc on est un peu dans cette phase-là, finalement. Bah, ça nous parle, hein. Nous, c'est 50% de notre activité, c'est le sales as a service. C'est ça. Dans notre activité, prestation de service et régie. Julien, un énorme merci Tiens, pour notre Michel. échange d'aujourd'hui. Oui, je sais, ça fait très formel, Un Julien. grand merci également. Hein, c'était un plaisir. Écoute, j'espère que ça, voilà, ça a apporté de la valeur. Absolument. Absolument, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça nous refait prendre conscience des enjeux du win and loss analysis, parce qu'on sait toujours pourquoi on gagne, mais on sait pas souvent pourquoi on perd, et on a toujours cette barrière mentale qui nous dit qu'on n'osera pas demander au client pourquoi, parce on lui a déjà pris beaucoup de temps de bande passante, etc. Donc avoir un partenaire de confiance pour le faire, et vu les taux que vous annoncez, c'est quand même assez extraordinaire. Et ensuite, parce que vous êtes sur une tendance marché à la fois tech plus service qui est extrêmement intéressante, et que lorsqu'on va se revoir dans 2 ans pour refaire un podcast et parler de votre actualité, je sais que l'écosystème aura radicalement changé, et à ce moment-là, je vais vraiment t'embêter pour que tu nous donnes un peu des statistiques sur les Là, raisons je des, pourrais t'en des, donner. des win and loss. Voilà, tu seras fouetté jusqu'au moment où tu arriveras avec ces stats. Et sur ce que tu dis, j'ajoute un point, et ça aussi, c'était surprenant pour nous, hein, c'est que on est très surpris également de pourquoi on gagne des deals. C'est vrai. C'est une vraie surprise. C'est-à-dire que Ouais. on compare, hein, entre Ouais, ouais. d'ailleurs, en plus, les taux de réponse sont beaucoup plus élevés quand tu gagnes Mhm. des deals parce que le client a déjà un incentive à donner son feedback. Mais quand tu compares la perception du sales, encore une fois, sur pourquoi il pense avoir gagné C'est et vrai. la réalité de quand on livre l'interview, t'as un fossé, hein. Ouais. Donc c'est tout aussi intéressant. Donc je recommanderais pas aux boîtes de faire que du loss analysis. Ok. Je recommanderais aux boîtes de faire aussi du win à 50-50, que ce soit avec Diffly ou un autre acteur, ou même en interne, même si tu as un peu moins la partie neutre. Le win t'apprend aussi beaucoup, autant que le loss, hein. C'est vrai qu'on s'appuie sur la jambe solide et pas sur la jambe cassée pour effectivement continuer d'avancer. Ah ouais, en France, on s'attaque un peu au loss, mais tu vois, il Ça, faut être aussi optimiste, enthousiaste et capitaliser sur ses forces. Manager par les forces, ça a un impact aussi fort, je trouve. tu as tout à fait raison. Julien, encore une fois, un énorme merci. Un grand merci à tous nos auditeurs de We Are Sales by DCS, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, et nous montons grâce à vous en compétences, parce que c'est ces podcasts, ces échanges, ces actualités marché qui nous permettent chaque semaine d'apporter notre expertise aussi à nos clients. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews très inspirantes. À bientôt, merci Pierre-Michel.